Imaginez un immense terrain vague, là, plein d'asphalte, dans l'ouest de l'île de Montréal, un de ces vieux sites industriels qui devient un vrai îlot de chaleur l'été. C'est ce qu'il y avait jusqu'à tout récemment au 275 boulevard Imus à Pointe-Claire. Aujourd'hui, on se penche sur ce qui est en train de se passer là-bas, une transformation assez radicale qui s'appelle le projet Hémisphère. Et pour ça, on a des analyses vraiment détaillées de wikiresidence.ca et infodrone.ca pour décortiquer tout ça. Notre mission, c'est vraiment de comprendre comment on passe d'un site presque abandonné à ce que les sources appellent le fer de lance de la mutation de Pointe-Claire. C'est pas juste un autre projet de condo là, c'est présenté comme un cas d'école de la densification urbaine juste à côté du futur REM. On va voir si la promesse tient la route. Exactement. Et le point de départ, c'est de voir que l'enjeu, il dépasse la brique et le mortier. Ce qu'on analyse, en fait, c'est une tentative de redéfinir un modèle. On quitte la logique de la banlieue classique, tu sais, celle pensée pour l'auto, pour essayer de créer ce qu'on appelle une ville connectée. Alors on va plonger dans les chiffres, les gens derrière le projet, et surtout les conséquences bien concrètes de cette vision-là sur le quartier. Parfait, allons-y. Pour saisir l'échelle du projet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On parle de plus de 330 appartements. 334 même, pour être précise. Oui, 334, tous locatifs et positionnés assez haut de gamme. Et c'est réparti dans deux tours de 10 étages qui promettent une vue sur le lac Saint-Louis. Donc on parle d'accueillir pas loin de 600 nouveaux résidents. Ce qui, d'après une estimation dans les sources, augmenterait la densité piétonnière du secteur de 12%. C'est pas anodin, ça. On passe d'un non-lieu, l'ancien site d'Apollo Microwaves, à un pôle de vie. C'est une injection de population qui est, disons, considérable pour ce coin-là. Et ce qui frappe quand on regarde les plans, c'est la forme des bâtiments. Ils sont conçus en H. Spontanément, on pourrait penser que c'est juste un choix esthétique, mais les documents expliquent que c'est d'abord et avant tout fonctionnel. Oui, la forme en H, c'est une stratégie architecturale qui est assez brillante ici. L'objectif premier, c'est de maximiser la fenestration, donc la lumière naturelle, pour le plus grand nombre d'appartements possible. Au lieu d'avoir des unités qui donnent sur un long corridor tout sombre, on crée des logements qui ont souvent des vues sur deux angles différents. Ça, c'est un facteur de qualité de vie qui est énorme. C'est ingénieux pour la lumière, mais est-ce que ça a d'autres implications? Je pense au coût de construction ou même à l'intimité, tu sais, entre des apparts qui se font face. C'est une excellente question. Oui, ça peut être plus complexe, donc plus coûteux à construire qu'un simple bloc rectangulaire. Mais c'est un investissement dans l'attrait à long terme du projet. Et pour l'intimité, le design joue sur les angles pour éviter les vis-à-vis directs. Et surtout, cette forme-là, elle permet de créer deux cours intérieures. Ces espaces sont naturellement protégés du vent et du bruit du boulevard Imus. On crée des microclimats plus calmes, plus agréables. C'est là que le design devient plus qu'esthétique, il devient social. Social, ouais. Comment ça? Parce qu'au centre de ce H, il y a un pavillon qui relie les deux tours. Et ce n'est pas juste un passage, c'est le cœur du projet. C'est là que se trouvent tous les services communs, le gym, les salons, les espaces de travail. En forçant, disons, le passage par cet espace central, l'architecture encourage les rencontres. On ne fait pas juste empiler des logements, on essaie de tisser une communauté. C'est une intention qui est très claire. Une conception comme ça, avec des intentions aussi précises, ça demande une équipe de premier plan. Ça m'amène à me demander qui sont les cerveaux derrière ce projet de 140 millions de dollars. On confie pas ça au premier venu. Non, en effet, les sources identifient un partenariat qui est intéressant. D'un côté, on a la famille Volumanos, qui est proprio du terrain depuis plus de 30 ans. Ça, c'est un signal fort. On n'est pas dans une logique de spéculation rapide, on est dans une vision à long terme pour une propriété familiale. Et ils se sont associés à Codem, une firme spécialisée dans la gestion de développement pour piloter l'opération. Et pour le design, la construction, ils ont mis le paquet. Les architectes, c'est la firme Neuf Architectes. Pour ceux qui ne les connaissent pas, est-ce que c'est un gage de qualité? C'est plus qu'un gage de qualité, c'est une signature. Neuf Architectes, c'est une des plus grosses firmes au Canada. À Montréal, on leur doit des projets majeurs comme la conception du nouveau CHUM ou la restauration magnifique de l'hôtel Birks. Les engager sur un projet résidentiel comme celui-ci, c'est envoyer un message clair. On vise le très haut de gamme et une architecture qui va durer. Et à la construction, on retrouve le groupe Sotramont. Les documents le présentent comme un Lead Power Builder. Ça sonne bien, mais ça veut dire quoi concrètement pour les futurs locataires? C'est un label qui est crucial. Lead Power Builder. C'est pas une certification qu'on donne à la légère. Ça veut dire que Sotramont, c'est pas leur premier projet vert pour se donner une belle image. C'est dans leur ADN.
Ils ont une expertise prouvée, reconnue, pour construire à grande échelle selon les normes environnementales les plus strictes. Concrètement, pour un résident, ça peut se traduire par des factures d'énergie plus basses, une meilleure qualité de l'air intérieur, un meilleur confort acoustique. C'est une promesse de qualité de construction qui est supérieure. Cette expertise en construction durable, ça nous amène directement au montage financier, qui est fascinant. Le projet est évalué à 140 millions et sa rentabilité semble directement liée à ses ambitions écologiques. Absolument. C'est peut-être un des points les plus importants de ce projet. Il illustre parfaitement comment la finance et la durabilité sont devenues les deux faces d'une même pièce. La clé de voûte du financement, c'est un programme qui s'appelle MLI Select, de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL. Donc concrètement, comment ça marche? Est-ce que la SCHL leur donne un meilleur taux d'intérêt? Une plus grande part du prêt? C'est quoi l'avantage tangible? En fait, c'est un système de points. Plus un projet est performant sur des critères sociaux et environnementaux, plus il accumule de points. Et plus il a de points, plus les conditions de financement offertes par la SCHL sont avantageuses. Ça peut être une période d'amortissement plus longue, un ratio prêt-valeur plus élevé, et même des primes sur l'assurance préhypothécaire qui sont réduites. Pour Hémisphère, ils sont allés chercher des points sur deux tableaux principaux. Ils se sont engagés à dépasser de 25% les exigences du Code national de l'énergie. C'est un seuil très élevé qui demande des investissements en technologie, comme des systèmes de récupération de chaleur ou une isolation de pointe. Et deuxièmement, l'accessibilité. Un certain pourcentage des logements va être entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Ces deux engagements-là leur ont ouvert la porte à un financement beaucoup plus avantageux. Donc l'équation a complètement changé. L'investissement de départ dans des technologies vertes, c'est plus juste une dépense. C'est un levier pour optimiser toute la structure financière du projet sur des décennies. C'est exactement ça. La durabilité n'est plus un coût, c'est une stratégie d'affaires. L'installation massive de bornes de recharge pour véhicules électriques, une pour chaque appartement, ce qui est rare, c'est pas juste un argument marketing. C'est aussi un point qui pèse dans la balance pour obtenir ce financement. Dans le fond, Hémisphère est rentable parce que durable, et non malgré sa durabilité. C'est un vrai changement de paradigme. Maintenant, voyons voir ce que ça donne sur le terrain. Un des concepts forts qui est mis de l'avant, c'est celui de la ville de 15 minutes. L'idée que l'essentiel est accessible à pied ou en transport en commun rapide. Un concept qui est devenu très populaire, mais qui est souvent plus facile à dire qu'à faire. Ici, les sources montrent que la localisation, c'est vraiment le point fort du projet. On est à quelques pas de la future station du REM, Fairview-Pointe-Claire. Ça connecte les résidents au centre-ville sans voiture. L'hôpital général du Lakeshore est à 11 minutes de marche. Sur papier, c'est le rêve. Mais est-ce que ça risque pas de créer une sorte de bulle dorée? Une enclave où les résidents, qui payent un loyer premium, ont tout sous la main et n'ont plus vraiment besoin d'interagir avec le reste de la ville. C'est le risque inhérent à ce modèle, oui. C'est une critique qu'on entend souvent. La réponse du projet semble être de s'ouvrir sur son environnement plutôt que de se refermer. Par exemple, l'intégration de commerce au rez-de-chaussée, ça vise à attirer non seulement les résidents, mais aussi les gens du quartier. Mais le geste le plus fort, c'est la gestion de l'espace extérieur. Oui, le chiffre de 65% de la superficie du site dédié aux espaces verts m'a vraiment surprise. C'est énorme. C'est colossal, surtout quand on se souvient qu'on part d'un îlot de chaleur entièrement asphalté. Et on parle pas juste de mettre du gazon, là. Les plans détaillent un parc privé, un parc canin, un potager communautaire, des sentiers. L'idée, c'est de créer une plus-value écologique et sociale pour tout le secteur. On remplace le bitume par de la biodiversité. C'est une transformation du paysage qui bénéficie à tout le monde. Et cette transformation a des impacts économiques qui sont eux aussi chiffrés dans les documents. Oui, et ils sont très concrets. Pour la municipalité de Pointe-Claire, c'est environ 1,2 million de dollars de revenus fiscaux de plus chaque année. C'est majeur pour le budget d'une ville. Il y a aussi les 150 emplois directs pendant la construction et la dizaine d'emplois permanents pour la gestion. Ces chiffres sont impressionnants, mais ils dépendent du fait que les résidents vont dépenser localement. C'est le pari, j'imagine. C'est le pari de l'économie de proximité, exactement. L'estimation, c'est que ces 600 nouveaux résidents vont injecter environ 4,5 millions de dollars par an en pouvoir d'achat dans les commerces locaux, comme ceux du boulevard Saint-Jean ou du centre Fairview. C'est un stimulant direct. Et sur le plan social, le projet répond à un besoin de logement. Même si c'est du haut de gamme, l'arrivée de 334 nouvelles unités sur le marché locatif de l'ouest de l'île, qui est extrêmement tendu, a un effet d'entraînement. Ça peut libérer d'autres logements plus abordables. Bien sûr, un projet de cette taille ne se fait jamais sans friction. Parlons du point qui fâche souvent, la circulation.
Le boulevard Saint-Jean, c'est pas exactement une route de campagne. Comment est-ce que le projet aborde cet enjeu qui est une préoccupation très concrète pour les gens qui vivent déjà là? C'est le grand défi de l'intégration et la préoccupation numéro un qui ressort. La peur de la congestion est légitime. La réponse du projet se joue sur plusieurs niveaux. D'abord, la proximité du REM est l'argument principal. On offre une alternative crédible à l'auto solo. Ensuite, le ratio de stationnement est optimisé. Il n'est pas surdimensionné pour ne pas encourager un usage excessif de la voiture. C'est la réponse classique, mais est-ce que c'est suffisant? L'ajout de centaines de voitures potentielles, même si on encourage le REM, ça se dissout pas juste avec un bel aménagement paysage. Est-ce que les sources mentionnent des études de trafic plus poussées ou des plans concrets pour le boulevard 100? Les sources qu'on a consultées n'entrent pas dans le détail d'une étude de circulation indépendante, non. Mais elles soulignent la stratégie du projet qui est de capter les déplacements. L'idée, avec les commerces et les services sur place, c'est qu'une partie des déplacements quotidiens des résidents se fera à l'interne sans jamais toucher au boulevard. Est-ce que ça suffira à absorber l'impact? Ça, c'est la grande question. Mais ça nous amène à la phrase qui, pour moi, résume tout. Une des sources dit « Hémisphère n'est pas qu'un immeuble, c'est un test de maturité urbaine pour Pointe-Claire ». C'est très bien formulé. Développe cette idée. Le véritable test, ce n'est pas de savoir si le bâtiment est beau ou bien construit. C'est de voir si une communauté de banlieue traditionnelle est prête à accepter et à intégrer cette nouvelle forme de densité. C'est un test sur sa capacité à passer d'un modèle centré sur la maison unifamiliale à un modèle plus mixte, plus dense et qui repose moins sur l'automobile. Le succès ou l'échec de l'intégration d'hémisphères va en dire long sur l'avenir du développement de toutes les banlieues de Montréal. C'est une excellente façon de voir les choses. Si on récapitule, on a donc un projet majeur, 334 unités, 600 résidents, qui transforme un site industriel en un pôle de vie. Il est construit sur un modèle de durabilité qui est aussi un levier financier et il incarne le concept de ville de 15 minutes. Tout ça en présentant un défi d'intégration bien réel pour la circulation locale. Et pour ceux qui suivent le projet, l'échéancier est serré. Occupation de la phase 1 à l'été 2025 et la seconde en avril 2026. En synthèse, on peut dire qu'Hémisphère est un microcosme des tendances, mais aussi des tensions du développement urbain actuel. C'est une tentative de densification intelligente qui essaie de réconcilier la croissance, la qualité de vie et l'écologie. Mais, comme notre discussion l'a montré, le succès ne se mesurera pas à la vitesse de location des appartements, il se mesurera à la vitalité réelle du quartier dans 5 ou 10 ans et à sa capacité à devenir un milieu de vie cohérent et pas seulement une collection de beaux logements. Absolument. Et ça me laisse avec une dernière question pour la réflexion. Les sources présentent un projet très bien planifié, presque une utopie urbaine sur papier. Mais en créant un environnement aussi complet, aussi riche en services, avec ses parcs, son potager, son gym, est-ce qu'on ne risque pas paradoxalement de nuire à l'intégration? Comment s'assurer que les résidents d'hémisphère se sentent partie prenante de Pointe-Claire et pas seulement résidents d'une communauté fermée de luxe? Au-delà du design, comment est-ce qu'on construit des ponts humains entre le nouveau et l'ancien tissu social?